Vous êtes à l'Institut des Libertés et dans le cadre des livres que vous devez lire, vous savez, on fait de temps en temps des recensions de livres. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Delval, qui vient d'écrire ce nouvel ordre post-occidental. Et c'est chez... L'Artilleur. L'Artilleur. Donc, vous écrivez long, hein? Un petit peu, oui. Si je peux dire, attendez, je dis pas de bêtises, là, j'ai du mal à lire de loin. 600, je crois. 600 pages, oui, oh là là, moi j'ai jamais réussi à dépasser 200 pages dans un livre. Donc c'est... le plus important est au début. Est au début, voilà, c'est ça. Et vous écrivez, dans le fond, vous essayez d'expliquer la façon dont on est en train de sortir de 500 ans de domination occidentale pour aller vers autre chose, quoi. Oui, un petit peu ce que vous dites dans les mondes, j'aime bien votre expression, les mondes de demain. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a plusieurs mondes et l'Occident n'en a pas encore pris conscience, ou plutôt les Européens, qui sont un peu plus attardés encore que les Américains, n'ont pas encore pris conscience. Il me semble que Trump, malgré tout ce qu'on dit sur son impérialisme, en a pris conscience. Son art du deal et sa négociation avec l'Iran, comme avec Rodriguez au Venezuela, montrent bien que même quand il fait soi-disant un interventionnisme, ce n'est pas du isme, c'est une intervention, et il garde en place le système. Son discours en Arabie Saoudite est fondateur, vous vous rappelez, il y a un an, il a dit l'ère où nous imposions nos modèles est terminée, vous ne devez qu'à vous-même votre propre modèle de développement. Voilà pourquoi en sous-titre, j'ai parlé de Trump, qui en fait accompagne le monde multipolaire, même si certains croient que c'est un cow-boy impérialiste qui va maintenir un Occident. La façon dont les gens analysent Trump, et bien sûr je peux me tromper là-dessus, c'est de le mettre dans la catégorie Teddy Roosevelt, si vous voulez, le type qui va taper. En fait, Trump, si je comprends bien, il a pris la décision de faire la forteresse America et de se sortir du reste aussi vite qu'il peut, quoi, sans faire trop de dégâts. Donc, il veut avoir un peu un contrôle de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, et puis peut-être du Groenland d'ailleurs, et puis le reste, des Merdenzisch, quoi. J'aime bien votre expression « the rest » parce qu'un de mes amis avait écrit « the West and the rest ». Et lui, c'est le Ouest, c'est son hémisphère occidental, c'est sa géopolitique hémisphérique. Mais dans le rest, il ne veut pas être interventionniste, il ne veut pas trop s'en mêler. C'est ce qu'on appelle le offshore balancing. Vous êtes plus anglophone que moi. J'en parle beaucoup dans ce livre. C'est la théorie en fait qui influence Trump. Offshore balancing, je délègue au maximum en dehors de mon hémisphère. Je n'interviens pas directement. Je délègue à des puissances moyennes qui vont s'équilibrer entre elles. L'équilibrage à distance. Et en même temps, si vous voulez, si les Européens continuent à ne plus respecter des choses comme la liberté de parole et tout, j'ai pas de raison de les défendre, quoi. On sent bien qu'il y a, surtout quand vous lisez Vance. Ah oui. C'était le discours de Vance à Munich, c'était les types dans la salle, ils étaient verts. Hein. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est ce monsieur qui pleure dans les bras d'une dame blonde. Normalement, ça devrait être un mec musclé. Conférence sur la sécurité, on parle de stratégie et de guerre, et le type pleure comme une femmelette parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de dérangeant, mais c'est ubuesque. Moi, je mets à la place d'un Chinois, d'un Iranien, d'un Indonésien, un Turc, et je vois l'organisateur d'une conférence sur la sécurité qui pleure parce qu'on a dit un truc un petit peu pas très wokiste, un peu cash. On a dit que c'est à mourir de rire. Ouais, c'est à mourir de rire. On a dit un petit peu que les Européens devaient songer à se défendre par eux-mêmes, quoi. C'était que le truc de les États-Unis vont peut-être aider la Pologne, mais encore. Donc on voit bien que les États-Unis, c'est ce qui est avec la doctrine d'Unruh, comme il dit. Ils sont en train de décider que le temps de l'Empire américain est fini, quoi. Oui, moi je suis un peu d'accord avec l'idée que l'empire global est terminé et on a maintenant un empire régional ou hémisphérique. C'est-à-dire que Trump reste un peu impérial dans la mesure où il y a une zone, une sphère, voilà, chez lui et un peu dans le Golfe et avec quelques vassaux européens. Mais effectivement, moi j'affirme que Trump déglobalise l'empire. C'est-à-dire que il y a deux formes d'empire. Il y a l'empire à la française où on a une zone d'influence, on avait l'Afrique, le Proche-Orient. Lui, il a sa zone d'influence, c'est son empire, un empire limité, national impérial. Par contre, il ne veut plus
de l'OIL, l'Ordre international libéral, l'expression, vous savez, de John Hickenberry de Princeton, qui définit en fait un globalisme. Et à mon avis, c'est l'erreur de l'Occident qui est suicidaire. Donc Vance a raison. L'Occident ne se pense plus comme une civilisation enracinée, mais comme le global, comme le monde. Et c'est une folie. We are the world, c'était en fait une propagande, c'était pas du tout une réalité. Absolument. C'était pas fait pour être vrai, c'était pour justifier un empire américain global. Mais les Européens l'ont pris à la lettre, ces imbéciles. Ils croient vraiment que we are the world. Le reste du monde dit, bah alors vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs et surtout, vous n'avez rien à nous apprendre parce que votre économie ne va pas bien. Oui. Vos populations ne vont pas bien. Enfin, vous êtes en train de vous écrouler, la dette et tout ce que vous voulez. Et vous nous expliquez que vous êtes les meilleurs au monde. Mais si ça ne vous fait rien, nous, on se débrouille très bien sans vous. Donc, les concepts fondateurs, c'est-à-dire, je sais pas, la démocratie représentative et tout, quand vous allez en Chine, à Singapour, ils sont un petit peu réticents sur le sujet, quoi. Alors Singapour, je crois que vous connaissez bien Singapour. Ah oui, moi, dans la fin de ce livre, je cite les valeurs non occidentales des différentes civilisations non occidentales, et je cite le fantastique Lee Kuan Yew. Il était incroyable. Quel homme! On lui donne un bout de pays dont personne ne veut, c'est la Malaisie qui se débarrasse. Il y avait des famines, c'était épouvantable. Ils avaient un très joli port. Voilà, on lui donne un truc dont un pays ne veut pas, et il en fait un bijou. Et grâce à quoi le culte de l'effort, de la valeur, du respect des règles, des ancêtres, la tolérance zéro, en fait, la fameuse valeur confucéenne, qui va même inspirer Deng Xiaoping, ces fameuses valeurs asiatiques. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça pourrait inspirer l'Europe, mais Lee Kuan Yew, d'ailleurs, disait que la différence avec les Européens, c'est que nous ne sommes pas des narcissiques individualistes, nous avons le sens de la collectivité. Et c'est ça qui est la décadence de l'Europe, c'est qu'il n'y a plus aucun sens de la collectivité. L'Europe est devenue une civilisation anarchique qui ne produit que du narcissisme, de l'hédonisme, du moi et donc l'infertilité, parce que si on est une civilisation totalement hédoniste, on n'a pas envie de s'emmerder avec des enfants, avec de la famille. Donc le wokisme est la phase finale de l'hédonisme. C'est-à-dire que moi je connaissais bien Lee Kuan Yew parce que... Ah oui, vous l'avez rencontré ? Oui, parce qu'à un moment, si vous voulez, dans ma carrière, quand j'ai géré de l'argent à Londres, etc., le fonds de pension de Singapour, le GIC, avait demandé à prendre une participation chez moi, et donc j'ai aussi formé toute une série de gars à la Banque centrale. Et ce que disait Lee Kuan Yew, qui était très intéressant, il disait que la liberté, ça peut se définir dans 3 domaines. La liberté sociale, c'est-à-dire vous élevez votre famille, vous vous dépatouillez, etc. La liberté économique, vous embauchez, vous créez des sociétés, etc. Et la liberté politique... Et il a dit aux Singapouriens au départ, écoutez, la liberté sociale, économique, vous l'avez complète et entière. La liberté politique, si ça vous fait rien, on se voit dans 40 ans parce que j'ai autre chose à foutre. Mais il votait, massivement pour lui quand même. Et c'est exactement ce qui se passe en Chine. Mais c'est le pacte social asiatique, en fait. Tant qu'on vous donne la prospérité, ne faites pas trop de politique démocratique. Et en plus, si vous voulez, c'est très difficile de faire une politique à long terme si... vous avez à prendre des décisions qui ont de l'influence pendant 40 ans. Donc on voit bien que sur le domaine de l'énergie, etc., ils font des progrès inouïs. Mais nous, comme on s'intéresse, si j'ose dire, qu'aux élections municipales de la semaine prochaine, on n'a plus des gens qui s'intéressent. Et je dis aux gens, vous savez, quand j'étais à Singapour, puis j'étais à Hong Kong pendant 10 ans, j'étais beaucoup plus libre à Hong Kong, même si j'avais rien à dire dans le domaine politique, parce que le domaine social et le domaine économique, j'étais libre à 100%, alors qu'en France, je ne le suis pas du tout. Et puis quand je vote pour un référendum, on me dit, où je dis non, on me dit oui. Alors, donc, il y a un mythe aussi que nos démocraties représentent le peuple. Aujourd'hui, elles représentent une espèce de conglomérat de gens qui gardent le pouvoir contre les peuples. Je pense qu'on est dans des oligarchies. Il y a aussi un autre mythe, c'est le mythe de l'efficience et de l'excellence. Bien sûr. Je parlais avec une Taïwanaise récemment, c'était assez sidérant le témoignage. Elle a été convoquée par son proviseur, le proviseur de son enfant, parce que arrivé à l'âge de 10 ans en France, cet enfant taïwanais devient le premier de la classe, il saute une 2e classe l'année suivante,
Donc il double 2 classes, alors qu'au début il parlait même pas français. Et sa mère est convoquée parce qu'il est trop bon en maths, il déstabilise le niveau général parce qu'il est trop bon en maths. Elle s'est fait engueuler parce qu'aujourd'hui, les premiers en maths, c'est les Taïwanais. Et nous, on est 27e. Et donc, ça montre bien que la démocratie n'est même plus l'excellence. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Mais c'est quelque chose parce que, oui, là aussi, si vous voulez, c'est que on a... c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on n'a plus de grands intellectuels. Vous savez, c'est que moi, quand j'avais 25 ans, j'avais le choix entre Sartre, il y avait Raymond Aron, il y avait Jouvenel, il y avait 10 personnes que je pouvais lire et qui étaient... Aujourd'hui, je ne sais plus quels sont les grands intellectuels en France. Mais pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'école républicaine a voulu promouvoir l'égalité à la place de promouvoir l'excellence. Et donc, on a complètement foutu en l'air l'école. Tout le monde doit avoir les mêmes notes. Et donc là, on se retrouve... Donc, ce que vous dites très bien dans votre livre aussi, c'est que on dominait le monde parce qu'on était les mieux formés, les plus intelligents, les meilleures universités, tout ça. Et c'est plus le cas. Et oui, parce qu'avant, l'université fabriquait quelqu'un qui pratiquait le krinaï en grec, c'est-à-dire la raison, le tri, l'analyse. Aujourd'hui, on produit des universités dogmatiques où les professeurs se font engueuler s'ils ne sont pas dans l'émotion ou dans le vent, ou s'ils ne sont pas dans le wokisme ou dans l'inclusion. C'est le vieux truc grec. On avait le logos, le pathos. Oui, absolument. Et l'éthos, et ben aujourd'hui, on ne fait plus que de l'éthos. On ne fait plus que du pathos. Oui, on est dans le pathos. D'ailleurs, nos professeurs, je me rappelle, en sciences politiques, nous disaient le premier ennemi de l'analyse de sciences politiques, c'est le pathos. On nous formait, comme Max Weber, à lutter contre le pathos, à penser contre soi-même, à être critique. Aujourd'hui, mais je vois même dans mon école, IPAC Business School, il y a encore un esprit critique qui est promu grâce à notre directeur, mais on voit bien que les élèves qui arrivent du lycée transportent avec eux d'énormes préjugés wokistes ou idéalistes, émotionnels. Et par exemple, quand on leur dit que la guerre va revenir, que la guerre est l'état naturel de l'humanité. On a une jeunesse africaine qui dit « Ah bah oui, nous on est au courant ». Une jeunesse turque, parce que j'ai beaucoup d'élèves étrangers, sont parfaitement au courant. Et il y a les Français qui disent « Mais je peux pas accepter cette idée ». Comme si on n'accepte pas la pluie. C'est-à-dire qu'on forme des gens dans le coton, et ça c'est très grave. Les Occidentaux, surtout les Européens, sont formés dans le coton. On leur fait croire que le monde va toujours rester comme ça. La guerre, c'est pour les ploucs, les autres. Et l'atterrissage va être très très sévère. Très très sévère, mais vous savez, un peu ce que disait De Gaulle dans ses mémoires, c'est que l'épée est l'axe de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'épée... Belle formule. Ben oui, l'épée est l'axe de l'histoire, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, il faut tirer l'épée, quoi. Sinon on est en plein dans la géopolitique, l'épée et les rapports de force, et on l'a bien vu avec von der Leyen, qui probablement brigue un poste dans une multinationale américaine. Elle s'est couchée littéralement devant Trump, alors que les Indiens ont résisté. Ben, ils viennent de négocier un traité plus avantageux. Les Chinois ont carrément eu un rabais par rapport à nous, ils ont eu que 10% et nous 15%. Oui, mais les Chinois, en plus, si vous voulez, ils ont dit, non seulement ils ont dit non, mais ils ont fait des représailles. Oui, absolument. C'est vrai qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Et donc, à ce moment-là, c'est les Américains qui sont couchés tout de suite, parce que s'ils n'avaient pas de terres rares et de métaux spéciaux, là, il n'y avait plus rien, ils n'avaient plus d'armée. Hein. D'où la folie des Européens qui, depuis une trentaine d'années, se sont interdits l'exploitation des terres rares parce que ça pollue. Oui. C'était une véritable folie. Aujourd'hui, les Chinois, j'ai une carte dans mon livre à la fin, ils possèdent à peu près 85%, vous le savez probablement mieux que moi, la chaîne d'approvisionnement du nickel, de l'aluminium et de tous les terres rares. Le reste, c'est les Russes. C'est-à-dire qu'ils nous tiennent. Ils nous tiennent littéralement. Oui, ils nous tiennent, il suffit qu'ils arrêtent. Et c'est évidemment ça qui est effrayant. Donc, alors, quand j'ai été invité à faire une conférence en mars ou avril de l'année dernière en Tchéquie, pardon. Oui. Et donc, il y avait là l'ancien président de la République, et puis il y avait toute une série de diplomates américains, diplomates français, diplomates européens, et puis ma pomme, je ne sais pas ce que je faisais là, mais enfin j'avais été invité. Et je me suis rendu compte que les diplomates américains pensaient que la diplomatie, c'était de parler aux diplomates européens pour les rassurer, et que les diplomates européens pensaient que la diplomatie, c'est de parler aux Américains pour leur demander de les protéger. Mais j'aurais dit, vous êtes complètement cinglés, il ne se passe plus rien, c'est comme si vous étiez entre
je sais pas, Constantinople et Venise discutaient en 1400 comment garder le contrôle de la mer Adriatique. Tout le monde s'en fout, tout était parti à Amsterdam et à Londres, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous en train de regarder l'Amérique, je veux dire l'Atlantique, aller de l'Atlantique Nord, comme quelque chose qui restera toujours dominant, oui. Alors que tout se passe en Asie. Tout se passe en Asie, hein. Mais même l'Amérique a compris ce que vous dites, puisque l'Amérique, maintenant, elle a compris que la diplomatie, c'est fait aussi pour parler au diable, certes avec une longue cuillère, selon l'expression de Talleyrand, mais les Américains parlent avec les Iraniens. Moi, j'avais prédit qu'ils ne feraient pas forcément une intervention. C'est pas sûr, mais pour l'instant, ça s'est confirmé. Ils parlent avec les Russes, avec les Ukrainiens, alors que les Européens font cacher ce sein que je ne saurais voir. Ils trouvent que, de même que vous le rappelez, pendant la guerre civile syrienne, on n'a pas voulu parler au service secret syrien. Du coup, on n'a pas eu la liste des terroristes qu'on aurait pu dessouder avant le Bataclan. Il paraît par refus de parler. Il paraît qu'on les avait eus, mais qu'ils ont refusé de parler avec. C'est les Français qui ont refusé de recevoir la liste. Absolument. Squarcini, ancien patron du renseignement intérieur, avait reçu la liste de son homologue syrien et il l'a transmis. Et Hollande cachait ce sein que je ne saurais voir. Ah non, je ne parle pas. Il n'y a plus de relation, aucune relation avec la Syrie. Et du coup, on a eu le Bataclan. Alors, Hollande s'est rattrapé ensuite, puisqu'il a fait dessouder presque 300 personnes par nos services spéciaux, parce qu'on est très hypocrite. La peine de mort, c'est interdit chez nous, mais on la pratique allègrement, nos services spéciaux, à l'extérieur. C'est encore une grande hypocrisie. Hollande, c'est celui qui a fait descendre le plus de gens. Alors oui, un de mes amis des services spéciaux, enfin un ancien du COS, comité des opérations spéciales, commando Hubert, tout ça, il me disait, on a les chiffres, c'est l'homme qui a le plus exécuté à l'extérieur de djihadistes, comme quoi il faut se méfier de ceux qui ont l'air qu'être contre la peine de mort, très badintériens. Le président de la République, enfin, quand il n'était pas président de la République, mais celui qui a fait le plus marcher la guillotine, c'était Mitterrand quand il est en Algérie. Il avait fait guillotiner à peu près 37 Ferraillas. Plus les 100 000 probablement qu'il a fait massacrer, avec Guy Mollet d'ailleurs. Ouais, en fait, c'est les socialistes qui ont fait les plus grands massacres en Algérie, mais on en accuse toujours la droite. C'est ça qui est rigolo. Il y a une histoire qui est répétée après qui est assez curieuse. Donc ce livre, alors, vous donnez un peu tous les détails. J'aimerais vous interroger sur 2 ou 3 choses. Parce que vous dites, par exemple, si j'ai bien compris, que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Absolument. Qu'elle avait commencé bien avant, et par une agression, en quelque sorte, des puissances, comme on dit, sur la Russie, qui voulait... Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer ça un peu, parce que ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, c'est très important, bien sûr, de préciser que moi, en aucun cas, je justifie cette invasion, parce que malheureusement, on nous fait ce procès, et je le dis dans le livre. Moi, j'ai même été choqué, en tant que russophile, j'étais choqué que la Russie fasse ça. Mais ceci dit, Kissinger... Mearsheimer, l'école réaliste internationale, Kissinger, bien sûr, on ne le présente plus, mais également George Kennan, que vous connaissez, le concepteur du containment pendant la guerre froide, avait averti dès les années 97-98, la plus grande erreur qui provoquera une guerre avec la Russie, ce sera l'extension indéfinie de l'OTAN et surtout des systèmes d'armes, missiles, antimissiles, aux portes de la Russie. C'est ça, en fait, l'origine de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, je dis souvent, l'Ukraine n'a jamais été envahie par les Russes quand elle était neutre. Elle a été envahie, elle a commencé à avoir des problèmes en 2014, à la suite d'un coup d'État qui a renversé un président qui avait été élu en 2010, à cause d'ailleurs de Barroso, parce que Barroso l'a piégé, cet imbécile qui était à la tête de la Commission européenne, qui est considéré comme un nul en Portugal. C'est vraiment, souvent on met à Bruxelles les plus stupides de la classe politique. Les crétins. Voilà, les crétins. Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait dit à Yanukovych, l'ancien président, donc élu en 2010, donc légalement en exercice en 2013-2014, pendant l'Euromaïdan, il lui avait dit soit tu signes l'accord d'association avec l'Union européenne tout de suite, soit avec les Russes, mais c'est l'un ou l'autre. Et le pauvre Yanukovych, 80% de son économie, à l'époque, était encore avec les Russes. Il ne pouvait pas quitter la zone de libre-échange avec les Russes pour une autre zone de libre-échange avec des normes très, très, très différentes, en plus des normes extrêmement complexes. Il a dit, je veux gagner du temps. Mais les Occidentaux ont fait une désinformation, ils ont fait croire au peuple ukrainien, que je comprends, on vous prive de l'Eldorado européen. Il ne veut pas un destin européen. Et du coup, c'est ça qui a mis les Ukrainiens dans les rues et qui a fait basculer beaucoup d'Ukrainiens russophones, ils le sont presque tous, du côté ukrainophile. Ils sont devenus anti-russes parce qu'on les a privés. Pendant Maïdan, là, il y a eu quand même aussi, j'ai l'impression, une intervention américaine
presque physique. Parce ah que oui, on a même les preuves, parce que on a la conversation, vous savez, qui était oui, prise avec de l'ambassadeur américain avec Nuland, Victoria Nuland, qui était la responsable pour les affaires européennes pour le département d'État, et elle dit on va retourner le dirigeant comme une crêpe. Enfin, c'est d'un cynisme incroyable. Et je n'ai rien à foutre de l'Europe. Alors elle a dit fuck, pardon, vous vouliez pas dire le gros mot, mais elle a dit fuck Europe, et elle a dit on va retourner le dirigeant. Donc c'est vraiment de l'ingérence, mais plus fort que de l'ingérence, c'est un retournement de leader. C'est un changement de régime. Voilà, un changement de régime, une ingénierie sociale. Soros lui-même a reconnu que sur plusieurs années, 5 milliards de dollars ont été déversés par à la fois Soros, la National Endowment for Democracy, Canvas, USAID, toutes ces structures étatiques, para-étatiques, ONG. Qui sont vaguement de la CIA, allez, disons les choses. En fait, l'intelligence des Américains, c'est que depuis les guerres froides, ils se sont adaptés, ils se sont dit, on fait plus des coups d'État comme directement par la CIA, maintenant on passe par des organismes humanitaires et des fondations d'utilité publique. Des fondations qui mettent quelques gars dans la rue qu'ils ont payé, puis ça suffit ensuite. D'ailleurs, je retrace CNN. Absolument, et je retrace l'Euromaidan dans mon livre, mais aussi la Révolution Orange de 2005. On connaît le concepteur c'est un gourou qui s'appelle Gene Sharp, mais on peut pas l'accuser. Lui, il a créé une méthode. C'est lui qui a créé la méthode de renversement d'un pouvoir sans tirer un coup de feu. C'est de la dictature à la démocratie. Son livre est très connu, et j'ai même rencontré un jour un étudiant qui avait fait un stage chez lui, et il apprend depuis une trentaine d'années, il forme des jeunes qui font des manifestations illégales pour provoquer des pouvoirs en place, pour que ces pouvoirs abusent de leur force afin de les discréditer. C'est une véritable méthode qu'a utilisée l'USAID, la National Endowment for Democracy. Donc en fait, il y a eu une ingénierie sociale. En plus de ça, il y a eu les missiles en Pologne et en Roumanie, enfin des antimissiles, mais ça reste un missile, un antimissile, qui ont énormément énervé les Russes. Et à la fin du compte... Il paraît même qu'ils ont annulé un certain nombre de traités, les Américains, à tous, pour pouvoir se rapprocher avec leurs missiles de la frontière, quoi. Malheureusement, et ça c'est le grand drame dont parle Jeffrey Sachs souvent, pratiquement tous les accords de désarmement, de non-prolifération, de non-dissémination, parce que tout ça, et même anti-missiles balistiques, tous ces accords sont caducs, sauf le New START, qui est caduc cette année. Et qui va être encore plus caduc à cause des Ukrainiens, parce que en attaquant, vous savez, les avions stratégiques sur le territoire russe, eh bien le message est le suivant, les Russes se sont dit, nous montrions nos avions dans le cadre d'un accord New START, afin que chacun voit ce que fait l'autre, puisqu'ils ont abusé de cette transparence pour bombarder nos avions stratégiques transporteurs de missiles éventuellement nucléaires. Du coup, il n'y a plus aucun dialogue, aucune transparence. Nous n'avons jamais été dans une situation aussi dangereuse. Il n'y a plus aucun accord de transparence, de défense et de non-armement ou de non-guerre nucléaire. Il n'y a plus rien qui aujourd'hui fait en sorte qu'on dialogue pour abaisser le seuil de l'emploi nucléaire. Et les Russes, en riposte, parce que c'est nous qui avons donné les images aux Ukrainiens pour frapper les bombardiers stratégiques russes, en riposte, les Russes ont abaissé le seuil de l'utilisation de l'emploi du nucléaire militaire. Donc nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse, et c'est pour ça que moi je remercie Trump. Je suis pas un Trumpiste fanatique, mais parfois les voyous, les coquins ou les mecs un peu vicieux, parce qu'on le juge non moral, voyou, eh bien parfois mieux vaut ça qu'un moraliste à la BHL qui voudra faire des guerres. Le pire, ça a été Carter. Hein. Ah oui. Qui nous a amené les ayatollahs. Il était moraliste, d'ailleurs. Il n'y avait pas meilleur homme que Carter. Quoi. C'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pour ça que l'avantage de ceux qui ne prétendent pas le bien, comme Trump, qui avouent franchement d'ailleurs leurs appétits prédateurs, etc., mais ils peuvent faire des deals. Il est pragmatique. Et il va tester les réactions. Et surtout, il est difficile de savoir ce qui va le motiver du point de vue moral, parce que tandis c'était facile de rouler Carter dans la farine. Ah, lui, c'est plus difficile. Lui, c'est difficile parce que vous savez pas comment il va réagir, quoi. C'est ça, son génie. On le prend pour un imbécile. Moi, je pense qu'il est peut-être pas ultra instruit, quoique je ne sais pas, mais il est tout sauf bête, parce que quelqu'un qui est totalement imprévisible, c'est un maître de la stratégie. Et il manie la stratégie chinoise ou grecque, le kairos, il attend le moment juste pour piquer. Sa stratégie est évolutive à la chinoise. Les Chinois sont contre Clausewitz. La stratégie chinoise, c'est le moment opportun. Il est totalement dans le summum. Le gars Sun Tzu, Sun Tzu, oui. Le gars qui justement disait oui. Il faut jamais se mettre entre un fleuve et puis l'ennemi de l'autre côté.
côté du fleuve parce que si on doit s'en aller, on peut pas. Donc ils sont très pragmatiques. Très pragmatiques, oui. Et en ce sens, Trump, moi je pense qu'il peut sauver l'humanité d'une troisième guerre mondiale qui était possible avec Biden. En ce sens, il nous fait des sales coups, ça c'est sûr, moi je me réjouis pas. On peut pas dire qu'il soit particulièrement aimable avec l'Europe. Mais voilà. Ça nous réveille. Quelque part, ça nous oblige à nous rendre compte que les Américains ne sont pas des amis. Question. Très bien, ça nous réveille. Mais si je peux me permettre, je vais vous poser une question là, c'est ça nous réveille en tant qu'Européens ou ça nous réveille en tant que Français? En tant que Français. Ce que j'espère, moi, c'est que toute cette espèce de crétinerie européenne, de une nation européenne, ou je sais pas quoi, on va arrêter ça et qu'on va revenir à, si vous voulez, une souveraineté militaire, une souveraineté juridique, une souveraineté monétaire, etc. Quand la France redevient une nation et cesse d'être une province. J'y souscris totalement, c'est la conclusion de mon livre et j'ai retrouvé le discours formidable de De Gaulle qu'on a injustement considéré comme un discours sur l'Europe des nations, mais il précise, il n'existe qu'un seul acteur en relations internationales. Les nations, ça peut ne pas avoir d'État. Il dit ce qui compte, c'est l'État. Et il parle de l'Europe des États, parce qu'on a souvent dit Europe des nations. Et je conclue avec le plan Fouché que vous connaissez, 1961, 62, 63, plein de discussions. Monsieur De Gaulle voulait faire une Europe souple sur le principe de subsidiarité faite d'États-nations souverains. C'était le traité originel. Absolument. On a essayé, si vous voulez, on a essayé de passer d'une Europe liberté, qui était l'idée de départ, qui était la bonne, à une Europe puissance. Absolument. Et l'Europe puissance, elle est en train de se péter la gueule, quoi. Et en fait, quand l'Europe est puissance, paradoxalement, c'est quand elle n'est pas fédérale. La preuve, toutes les grandes réalisations européennes de défense, d'aérospatiale, de satellites, de recherche spatiale... D'université. Voilà, et d'université, c'est les échanges entre États souverains. Et d'ailleurs, il y a les Anglais encore aujourd'hui dans la défense européenne, ça prouve que c'est pas l'Union européenne, puisqu'eux, ils ont fait le Brexit. D'ailleurs, dès qu'on parle de souveraineté en matière stratégique face aux Américains, comme par hasard, on le fait avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, quand l'Europe est puissante, c'est parce que c'est les États qui vont le décider. Et parce qu'elle est diverse, par exemple. Aujourd'hui, imaginons qu'il y a un danger d'immigration qui arrive d'Afrique. Bon, ce que semble croire un certain nombre de gens. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne mettent leur marine en commun pour... Bien sûr. Ça paraît pas très difficile de mettre une barrière de bateaux pour envoyer les bateaux là-bas, quoi. Un grand général italien, Vannacci, qui est devenu député, a dit « Vous me donnez le feu vert, je rétablis un flux zéro à Lampedusa en quelques jours. » Oui, évidemment. C'est ce qu'ont fait les Australiens, vous vous rappelez, No Way, quand ils avaient fait leur plan campagne, No Way. Et puis ils les envoyaient tous dans une île là-bas. Voilà, il y a des hotspots, comme veut faire Madame Meloni avec l'Albanie. Malheureusement, Meloni a voulu faire ça avec l'Albanie, mais les juges gauchistes... Il faut les fermer d'ailleurs. Voilà, les juges gauchistes ont invoqué le droit européen pour dire que ce que faisait Madame Meloni était contraire aux droits de l'homme parce qu'on envoyait des gens dans des pays moins sûrs que nous. Mais alors, en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir des traités européens. Il faut d'abord... Vous savez qui nous avait collé dans la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, il faut sortir des traités qui sont liés à la Cour européenne des droits de l'homme. Et au Conseil de l'Europe. C'était Poher. Poher, hein. Poher, vous savez, pendant l'intérim entre Pompidou et Giscard, c'est lui qui a signé l'entrée. C'est jamais un homme qui avait été élu, c'était un de ses... Avant de sortir de l'Union européenne, je pense qu'il faut sortir des traités qui nous engagent et qui sont liés à il faut retrouver notre souveraineté juridique. Absolument, notre souveraineté juridique. Il ne peut pas y avoir juridique. En France un droit qui soit supérieur au droit français. Et c'est pour ça qu'il faut réviser la Constitution. Mais évidemment. Et cette idée qui est une dérive des années 90 du bloc de constitutionnalité dont le préambule de la Constitution aurait une valeur supérieure aux articles, mais c'est une folie. Les juges, si les articles ne comptent plus, maintenant un juge va décider qu'une loi est anticonstitutionnelle parce que c'est contraire à une déclaration des droits de l'homme qui est dans le préambule. Le préambule a fait un coup d'État sur les articles. C'est une véritable folie qui donne de la liberté aux juges. Ça s'est passé, c'est assez simple. C'est que ça permet, en France, quand vous rendez la justice, vous la rendez au nom du peuple français. En Angleterre, c'est au nom du roi ou de la reine. Et maintenant, vous remarquerez qu'on ne rend plus la justice. La justice européenne, elle est rendue au nom de quoi? Les droits de l'homme. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on dit le peuple n'est plus souverain. Maintenant, ce qui est souverain, c'est le droit tel qu'il est déterminé par un certain nombre de cours qui sont en dehors de tous les pays.
Mais c'est un coup d'État. Mais vous savez que ça vient d'un marxiste qui s'appelle Jürgen Habermas, j'en parle dans mon livre, le post-marxiste de l'école de Francfort, Jürgen Habermas, mais ce qui est grave, c'est que c'est le philosophe de référence de la Commission européenne et des fonctionnaires européens, et il a théorisé l'idée que l'Europe ne doit pas être une identité, ni une frontière, ni une civilisation, ça doit être un patriotisme juridico-constitutionnel. Et c'est la logorée normative, la norme, le droit, et bien sûr, les droits de l'homme au-dessus, bien sûr transnational, et sa conception de la démocratie, justement, c'est pas une démocratie avec un peuple souverain qui vote par ses députés. Il veut faire voter des corps intermédiaires, les minorités, les lobbies, d'où les dérives wokistes. En fait, Jürgen Habermas, les belles corporations, absolument, des espèces de corporations qui sont souvent, d'ailleurs, comme par hasard, des minorités ethno-religieuses devenues tyranniques. Et ça, nous sommes dans l'aboutissement de l'école de Francfort et de Jürgen Habermas. Le marxisme a triomphé du projet européen. Le marxisme, c'est pas vraiment du marxisme. C'est du post-marxisme, l'école de Francfort. Oui. C'est du post-marxisme, mais moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que l'Europe a été Saint Thomas d'Aquin pendant 8 siècles à peu près, et on a remplacé ça au 19e avec du marxisme, qui a la place d'être apprendre à travailler ensemble, comme le faisait le thomisme. C'est une théorie de guerre civile, le marxisme. Et donc, si vous voulez, tous ces gens-là à Bruxelles et tout, ils croient fondamentalement à la guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Oui. Et je trouve ça absolument fantastique. Parce que le marxisme veut diviser, être régnate. Et surtout, si vous voulez, il y a des gens qui sont identifiés dès le départ comme méchants. Oui. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, si quelqu'un est dans son essence mauvais, vous avez le droit de le tuer, non ? C'est un peu le cas, je crois, de vous et moi pour certains. Je pense que beaucoup de gens qui sont de ce côté-là, regardez quand on a tué M. Kirk aux États-Unis, moi j'étais frappé par le manque d'humanité, à part, faut reconnaître, Sanders. Oui. J'étais agréablement surpris. Sanders, le gauchiste américain, le Parti démocrate, l'aile gauche, c'est le seul qui a une vision assez noble. Il a dit, je suis pas d'accord pour se réjouir, c'est un échec de la démocratie quand on tue quelqu'un, mais à part lui, l'ensemble de la bien-pensance occidentale était presque réjoui. Et certains se sont carrément réjouis. Ce qui m'a plus stupéfait, c'est qu'il disait il faut tuer personne, mais... Mais oui, le mais. Mais il faut dire que celui-là, il avait bien mérité, quoi. C'est le mais qui tue. Je me rappelle le jour où Devedjian est mort, j'ai eu mal pour lui, j'ai bien connu Devedjian et ça m'a fait mal au cœur pour lui. Il meurt et au journal de 20h, quelqu'un nous dit, Devedjian, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, est mort. Mais il faut rappeler que quand il avait 18 ans, il était d'extrême droite. Alors, ça m'a paru d'une indécence. Le pauvre, il essayait de faire oublier qu'il avait été quelques mois un peu facho. Pendant toute sa vie, il a prouvé qu'il ne l'était pas. Je crois qu'il était Occident chrétien, quelque chose comme ça. Donc voilà, il est resté quelques mois par anticommunisme. Oui. Et jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu le mais. Il est mort, mais il a été d'extrême droite. Et ça veut dire que si des gens qui ne sont pas bien pensants meurent, ou se font tuer, ou prennent un coup de couteau, regardez Bolsonaro. Qui a pleuré, Bolsonaro, quand il a pris des coups de couteau? Ou le président slovaque qui a reçu 2 balles. Personne ne l'a pleuré. Je pense même que beaucoup regrettent qu'il a été raté. Voilà. D'ailleurs, quand on a raté Trump, vous avez toute une série de gens qui étaient malheureux. Vous savez, quand il a rattrapé quand il a reçu la balle dans l'oreille, là. Si vous voulez, il y a le nombre de gens qui me disaient c'est dommage qu'il y soit passé parce que vraiment il nous cassait bien celui-là. Oui. Et donc ce qui m'étonne le plus, moi, c'est Chantal Delsol qui dit quelque chose d'intelligent. Elle dit qu'est-ce que c'est c'est aussi ce que dit Bock-Côté. Il dit qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est infréquentable? C'est quelqu'un qui n'a jamais été marxiste. J'en suis persuadé. J'en veux pour preuve que les seules personnes de droite qui ont pu énormément percer dans des médias officiels sont des anciens de gauche. Mais voilà. Mais si vous avez jamais été de gauche, condamné à jamais. Vous êtes quelqu'un de pas fréquentable. Raymond Aron a pu être réhabilité, et moi j'aime beaucoup Raymond Aron, c'est pas une critique, parce qu'il a commencé progressiste. On a énormément d'exemples. Bruckner, par exemple, il a commencé très progressiste aussi. Donc ils ont le droit d'avoir des idées entre guillemets à droite. Taguieff, que j'aime beaucoup, a commencé situationniste. Mais si vous avez commencé royaliste, ou si vous avez commencé AF, ou si vous avez commencé Cato Tradi, ou si vous avez commencé libéral comme ou libéral anti-marxiste.
Vous êtes à vie considéré comme une ordure. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui me frappe, et j'en parle dans ce livre, c'est cette polarisation à l'intérieur des sociétés occidentales. Et Sanders a été noble de ce point de vue. Il a critiqué la haine jusqu'au meurtre. Nos sociétés sont travaillées par une idéologie de la haine. L'autre n'est plus un adversaire politique. À l'intérieur de son propre pays, c'est quelqu'un à abattre. C'est-à-dire que tout l'Occident est en train de se fragmenter. De se fragmenter. Mais ça, c'est très important parce que quelqu'un comme Jean-Paul II disait que la démocratie ne pouvait exister que dans un État-nation. Parce que dans un État-nation, celui qui perd aux élections accepte de la perdre. Oui. Alors que dans ces espèces de structures comme européenne, si je dois un jour être gouverné par un Allemand qui l'Allemagne sera minoritaire, je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas non plus qu'un Allemand ait accès à l'arme nucléaire. Ouais, ce que je veux dire, pour des tas de raisons, j'ai peut-être tort, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des risques de guerre civile en Europe, dans plusieurs pays. Je pense que dans plusieurs pays d'Europe, les forces, pas uniquement marxistes, mais anti-nationales, parce que certains sont des capitalistes. Hein. Certains antinationalistes sont des des sorosiens libéraux capitalistes, mais les forces à la fois marxistes et libérales mondialistes qui supportent pas la nation, je pense qu'ils iront jusqu'à organiser des coups d'État ou des révolutions ou même des guerres civiles pour empêcher les patriotes d'arriver au pouvoir. Et ça, c'est assez inquiétant. Oui, parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on dit, par exemple, au cas où le Rassemblement national arriverait au pouvoir, il y a des gens qui disent, moi, je n'obéirai pas, je rentre en guerre civile immédiatement. Ah oui, il y en a beaucoup qui pensent cela. Et les filles en premier. Mais c'est très grave, non ? Mais c'est la fin de la démocratie, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus l'alternance. Et c'est peut-être le plus grand problème de la démocratie. Et c'est ce qu'a dit Vance, ce que vous disiez tout à l'heure. Vance à Munich, il n'a pas insulté les Européens, c'est pas vrai. Moi, j'ai écouté le discours. Il a dit, votre plus grand problème, c'est pas la Chine, l'islamisme ou même la Russie, c'est votre refus de la liberté d'expression. Et si vous détestez vos peuples, vous avez peur de vos peuples. Vous avez peur de vos... Oui, voilà, vous avez peur de vos peuples et vous faites limiter la liberté d'expression parce que vous ne supportez pas l'expression libre de vos peuples. Et je pense que c'est tellement vrai. Et pourtant, moi, je respecte même mes adversaires. Mais ce qui me frappe, c'est que moi, je suis prêt à respecter mes adversaires. Et je n'ai jamais eu l'idée, d'ailleurs, d'aller manifester contre un meeting de mes adversaires. Ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller bloquer le meeting de quelqu'un d'autre. Mais je me rappelle un jour... Voilà, mais je me rappelle un jour, mon petit témoignage, j'étais avec Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée, une conférence organisée par à l'UMP, le mouvement que je dirigeais, la droite libre, à la Fondation Charles de Gaulle. Ça va, il y a pire quand même. On n'a pas pu rentrer dans la salle parce qu'il y avait un petit discours qui avait choqué de M. Guéant sur l'immigration, etc. Des forces agressives et provocatrices qui attendaient l'erreur ont empêché des citoyens français d'entrer dans la fondation pour faire une conférence. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit, avec des bus, d'organiser des manifestations pour empêcher le Parti communiste ou le Parti socialiste d'organiser une conférence. Mais eux, c'est naturel. Dans leur manière de faire, il est naturel d'empêcher l'autre d'agir. Le recours à la violence, si vous voulez, et à l'empêcher l'autre de parler, ça s'appelle le fascisme. C'est pour ça que les vraies forces fascistes aujourd'hui sont les fascistes rouges, expression de Berlusconi, qui est très juste. Ou d'ailleurs de Reagan, c'est ce qu'avait dit Reagan, le prochain régime fasciste, ce sera présidé par les démocrates. Quoi. Et il a raison, parce que qu'est-ce que l'extrême droite en sciences politiques, on définit l'extrême droite tout d'abord par le refus du parlementarisme, le refus du libéralisme, et le refus, bien sûr, du capitalisme, très souvent, et aussi le marqueur antisémite, etc. Donc le refus du parlementarisme et des élections libres, et l'utilisation de la violence comme système de gouvernement. Oui. Eh bien, en fait, l'extrême gauche aujourd'hui coche toutes les cases, y compris l'antisémitisme et la violence. Oui, et on peut dire quelque part que... Bon, le fascisme, c'était probablement plutôt à droite, mais le nazisme... Ils avaient ça s'appelait national-socialisme. D'ailleurs, les deux viennent de la gauche, puisque Mussolini était un ancien pacifiste, socialiste, qui ensuite a complètement changé. Italien, oui. Il a commencé très anticlérical, il détestait l'Église. Ce n'est qu'ensuite qu'il est devenu, par opportunisme, il a fait les accords de Latran. Mais le premier, moi j'avais étudié à Milan pendant un an les sciences politiques, on avait un cours sur le fascisme. Le premier Mussolini est un gauchiste, mais total. Il coche toutes les cases du gauchisme. Et ensuite, il va changer par aigreur, parce qu'il aurait voulu que la France lui donne la Tunisie, il aurait voulu avoir les mains libres en Éthiopie, en Libye, etc. Mais au départ, c'est un gauchiste dans tous les sens du terme, y compris l'avant-gardisme, le futurisme, la déconstruction des valeurs esthétiques traditionnelles, la haine de l'Église. Il coche toutes les cases. Mais bien sûr, on ne le rappelle jamais. Vous parliez de la haine de l'Église, parce que partout où on va, si vous voulez, dans notre monde, on trouve que, il y a... c'est le désir de détruire la nation, mais sous-jacent, il y a toujours le désir de détruire l'Église.
À quel point, si vous voulez, l'Église catholique semble attirer la haine de tous ces gars-là. C'est peut-être la preuve qu'elle est dans le vrai. Oui. Ben, vous avez qu'à regarder, je crois que quand il y a eu la révolution en Russie, en Union soviétique, il y avait 30 millions de pauvres, je ne sais plus combien, il en restait 3 au bout de 30 ans. Ils avaient liquidé 27 millions, on doit dire, c'est beaucoup. C'est vrai, mais même la révolution marxiste de Lénine et de Trotsky, moi, ça me fascine, la ressemblance avec Robespierre et Marat. Dans les deux cas, c'est le trône et l'autel qui sont visés, et c'est le nationalisme, et c'est l'âme de la nation qui est visée, parce que le peuple russe était majoritairement très croyant, très orthodoxe. Il aimait son tsar. Il est revenu très vite, très croyant. Dès qu'on les a libérés, ils sont tous reprécipités. D'ailleurs, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui disent que Poutine est un nostalgique du marxisme, ils n'ont rien compris. Mais non, parce qu'il est à l'église tout le temps. Il est à l'église, et son confesseur s'appelle le père Tiron, un homme extrêmement connu. C'est pas un KGBiste comme Kirill, c'est un archimandrite extrêmement connu qui est l'âme de l'église aujourd'hui orthodoxe, et il écrit des livres qui ont des millions d'exemplaires, et le père Tiron est vraiment la référence spirituelle de Poutine. En fait, Poutine, on peut émettre des critiques, mais il est tout sauf marxiste. Il dénonce tout le temps le régime marxiste et le léninisme. Mais en même temps, il dénonce le marxisme, mais en même temps, si vous voulez, il fait référence à la Russie chrétienne. Mais bien sûr, à la Russie tsariste. D'ailleurs, la Novorossiya qu'il veut prendre en Ukraine, cette partie de l'Ukraine qui s'appelle la Novorossiya, il ne veut pas l'annexer par soviétisme, il veut l'annexer par tsarisme, parce que c'est l'époque où cette partie était sous l'empire du tsar. On peut faire des critiques, mais on devrait faire les critiques adéquates. De même, quand il a dit ceux qui n'ont pas que c'était une catastrophe, la fin de l'Union soviétique, il l'a pas dit dans le sens qu'il faudrait rétablir l'empire soviétique. Il a dit plus tard, ceux qui n'ont pas pleuré à la mort de l'Union soviétique n'ont pas de cœur, mais il a rajouté, ceux qui veulent rétablir l'Union soviétique n'ont pas de cerveau. Et on oublie toujours la deuxième partie de la phrase. Quand il parle de catastrophe, c'est pas par regret du marxisme, c'est parce que tout s'était écroulé, tout le monde s'entretuait dans les rues. C'est lui qui a dû s'y mettre. Et il a rétabli un ordre. C'est ce qu'on oublie toujours, c'est que les Américains ont vu le moment où ils allaient pouvoir casser la Russie en une dizaine de petits États, qui a toujours été la grande idée de Brzezinski. Et ce que j'ai remarqué en allant en Russie, j'ai fait une enquête sur les sanctions, et j'ai été voir, parce qu'il faut aller sur le terrain, les patrons français de Moscou, il y en a beaucoup, des grands patrons français, et ils m'ont dit que c'est douloureux, nous sommes passés de 13% de flat tax à 22% pour les salaires élevés. 22% de flat tax, tout compris. Moi aussi, je prends. Alors que nous, on est à combien? Vous savez ça mieux que moi. Si vous voulez, aujourd'hui, les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, ça doit être aux alentours de 60, et je crois que les recettes, ça doit être aux alentours de 50, 53, 54. Donc vous, votre flat tax de facto, elle est à 50%. 50%, oui. Et eux, ils sont à 22, ils étaient tristes parce qu'ils étaient à 13 avant. Donc moi, quand on arrivera à me prouver qu'un État marxiste soviétique, il a 13% ou 22% de flat tax, parce que c'est encore 13 pour les salaires en dessous de 1 000 euros. Vous savez, en plus, les restrictions, Napoléon avait essayé ça avec le Blocus continental. Ah oui. Et c'est ça qui a fait la fortune de l'Angleterre, parce que du coup, comme ils étaient empêchés, il fallait qu'ils deviennent meilleurs. Et donc probablement aujourd'hui en Russie, vous avez on m'a cité par exemple un cas idiot, mais le cas des camemberts. Ah oui. On a importé plein de camemberts, ils ont importé quelques paysans normands, qui maintenant leur font des camemberts là-bas. Absolument. Alors là, je l'ai vérifié. C'est marrant ça, le des camemberts, ça me fait rigoler. J'ai été visiter des fermes industrielles, ils produisent du comté, du camembert, de la mozzarella, de la burrata, ils produisent tous les fromages italiens et français. Les vins, ils sont en train de les imiter. Le blé, ils étaient nuls en 2000, maintenant ils sont premiers. Premier exportateur Ils mondial. fabriquent des avions sans pièces détachées occidentales, le Superjet 100 là, qui fonctionne, qui vont vendre à l'Inde à grande série. Oui, il y a 40 aéroports qui se montent en Inde en ce moment, donc ils vont avoir besoin d'avions. Absolument, ils ont beaucoup. Les Indiens nous s'achètent à nous, mais aussi beaucoup aux Russes. Et donc nous, à mon avis, c'est une stupidité, même pour les pauvres Ukrainiens, avoir sous-estimé les Russes, c'est une stupidité, puisque du coup, ça veut dire que c'était pas la peine de trop donner aux Ukrainiens. Si on n'avait pas sous-estimé les Russes, il aurait fallu revoir à la hausse l'envoi d'armes et d'aide aux Ukrainiens. Donc finalement, ça a nui aux Ukrainiens de dire les Russes sont des débiles, ils n'ont pas de semi-conducteurs. C'est pas vrai, ils ont 2 sociétés qui fabriquent des semi-conducteurs, et ceux qui sont de faible résolution, ils les achètent aux Malaisiens, aux Turcs et aux Chinois, et ils les importent, ils arrivent toujours à en avoir. Et bien sûr, même les Taïwanais de TSMC, ils arrivent à les avoir par Turcs ou Malaisiens ou autres interposés. En fait, moi, ce que j'ai remarqué pour ces sanctions, elles ont toutes été contournées. Et les Indiens vont continuer à acheter du pétrole russe. Ils viennent de dire que non dans le traité avec les Américains. Bien sûr. Il suffit de changer de raffinerie. Une raffinerie moins exposée et plus reliance comme avant. Non, mais ce que vous faites, c'est que vous faites passer les bateaux
en Chine, Voilà. où ils mettent un peu de pétrole, Voilà. je sais pas ailleurs, et puis ça, les bateaux ils continuent, et c'est plus du pétrole russe, quoi. Absolument. Et un patron français de Moscou me disait, avant, par exemple, en Chine, je passais par telle banque. Même les Chinois ont peur des sanctions extraterritoriales. Les banques exposées qui ont des avoirs aux États-Unis ont peur. Il me dit, on passe par une banque qui n'est pas exposée. Voilà. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Mais nos intellectuels nous font encore croire, et nos politiques, que les pauvres Russes et les Chinois vont plier parce que ces sanctions extraterritoriales... À cause de SWIFT, vous savez que... Oui, SWIFT qui a été coupé. Ils n'ont pas compris ce que font les Chinois aujourd'hui, qui est extraordinairement malin. C'est qu'autrefois, quand l'Indonésie voulait importer et exporter de la Chine, il fallait passer par SWIFT, acheter des dollars, les changer dans tous les sens, et puis c'était très compliqué, puis les Américains savaient ce que vous faisiez. Aujourd'hui, la Chine et l'Indonésie ont fait un accord de swap entre les deux, et donc les exportateurs chinois vers l'Indonésie se font payer en Chine par le swap. De l'autre côté, pareil, en Indonésie par le swap, et puis on se réunit une fois par an pour régler le solde. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on rentre dans un monde où il ne va plus y avoir de monnaie de réserve. Ça sert plus à rien. J'ai vu une vidéo où vous parliez de ça, c'était extrêmement intéressant. Et les Chinois ont le CIPS, et il y a maintenant le système BRICS-Pay, pardon. Ils ont remplacé SWIFT. En fait, en les sanctionnant, nous nous sommes exclus, nous avons exclu nos produits. Ce qu'il y a d'effrayant, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans votre bouquin, c'est que l'Empire américain tenait sur le fait que pour acheter de l'énergie, il fallait avoir des dollars. À partir du moment où cette guerre a commencé, la Russie a vendu ses trucs en roubles ou en roupies, et ça veut dire que la clé de voûte du système américain, de l'Empire, c'était le paiement de l'énergie en dollars, c'est fini. C'est très grave pour eux. Ah mais c'est foutu. Et surtout, la fin de leur empire. Leurs amis saoudiens sont dans l'OCS, l'Organisation de la Conférence de Shanghai, avec la Banque du Développement parallèle. Ils sont également, les Émirats sont devenus les héros des BRICS. Ça veut dire que même des gens chez qui nous avons des bases militaires, nos alliés, sont en train de participer à cette dédollarisation. Et moi, c'est ça qui m'a éclairé. Il y a un chapitre de mon livre là-dessus. Cette dédollarisation, elle est certes minime, mais elle est en cours, n'est-ce pas? Elle a complètement commencé, mais surtout, ce que les gens ne comprennent pas, ils me disent par quoi le dollar sera remplacé. Je leur dis, pas rien du tout. À un moment où vous avez deux banques centrales qui font des accords de swap, vous n'avez plus besoin de passer par une troisième monnaie pour régler. Chacun a sa monnaie. Et toutes les exportations chinoises se font payer par la Banque centrale chinoise. Les exportations indonésiennes de charbon, je ne sais pas quoi, se font payer par là. Et ensuite, les deux banques centrales se mettent d'accord, ils voient qui est en déficit, et on règle la différence, soit avec des propriétés, soit avec de l'or, Donc, je veux dire, c'est-à-dire qu'on revient à un système où il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de réserve de banque centrale. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une extraordinairement bonne nouvelle, ça fait un monde beaucoup plus stable. Et oui, un monde beaucoup, parce que le dollar, finalement, était grandement factice. Et puis surtout, ils avaient introduit des clauses d'extraterritorialité sur leur dollar, qui fait que la BNP prenait une amende de 8 milliards. Pour un investissement de 160 millions, le multiplicateur peut faire rêver le fixe. Absolument, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que la BNP, elle ne voyait pas pourquoi, avec des dollars qui lui appartenaient, elle devait répondre à la justice américaine. Et ce qu'ils ont dit, d'après ce que j'ai su, c'est que ce type qui était au conseil de la BNP qui m'a dit ça, les Américains leur ont dit, si vous faites un procès, vous gagneriez. Parce qu'en effet, on n'a pas le droit de faire ça. Mais en attendant, on vous interdit d'avoir accès au marché. Vous n'avez plus de licence, on gèle vos avoirs. Donc on ne peut pas, si vous êtes une banque comme la BNP, vous avez besoin d'émettre des dollars à New York pour les prêter à l'Indonésie. Vous voyez, ces trucs comme ça. En fait, c'est du racket. Ce que vous décrivez, c'est du racket. C'est du racket. Et donc, petit à petit, à partir de 9/11, là, on a vu le dollar se transformer en une entreprise de racket. Et donc, il faut qu'il saute, quoi. Et j'explique dans ce livre que c'est une erreur, parce que si une monnaie veut rester dominante, elle doit quand même reposer sur la confiance. Mais si elle devient synonyme de sanction et de saisie, les gens se débarrassent de cette monnaie. Un enfant de 3 ans peut le comprendre. Et donc, en fait, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et c'était les démocrates américains qui ont lancé ces lois dans les années 90. D'Amato, Burns, Kennedy. Ce sont des lois sous Clinton qui visent à... c'était le but. La weaponization du dollar. De dollar, Et donc, ce à quoi on assiste, c'est ce que vous mettez très bien dans votre bouquin, c'est que dans le fond, il y avait l'Empire américain, et ce qu'essaye de faire Trump, c'est d'extraire la nation américaine de l'Empire américain. Parce que quand un empire s'écroule, c'est ce qu'avait essayé de faire
Atatürk, c'est ce qu'avait essayé de faire De Gaulle. Ah oui, Atatürk, en effet. Ouais. Quand l'Empire de Gaulle aussi, il avait essayé de faire ça. C'est un boulot difficile. Hein. C'est vrai que quand l'Empire devient un fardeau, Atatürk et De Gaulle s'en débarrassent. Et c'est ce que veut faire Trump. C'est pour ça, moi je dis, il veut déglobaliser l'Empire. Il veut que ça soit uniquement une nation impériale hémisphérique. Son hémisphère à lui. Avec son hémisphère. Ce qui est très intelligent. Évidemment. Et c'est fou que les George Bush qui ont déstabilisé l'humanité, qui ont discrédité leur pays, sont considérés encore assez smart. Les Clinton qui ont déstabilisé l'ex-Yougoslavie, les Obama et même Hillary Clinton, tous ces gens-là sont considérés comme tout à fait fréquentables. Et celui qui veut démilitariser, qui est contre les guerres, parce que même quand il frappe, vous avez vu, c'est 48 heures, bizarrement, c'est le plus mal vu. Celui qui est le moins meurtrier est le plus mal vu. Alors, ça m'amène à quelque chose. Oui. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir sont achetés et corrompus par le clan de la guerre aux États-Unis? Vous parlez en Europe? En Europe. Est-ce que, si vous voulez, il y a une espèce d'État profond qui a des tentacules américains, qui étaient derrière toutes les guerres, qu'ont fait les États-Unis, et Dieu sait qu'ils en ont fait, et que, dans le fond, Trump serait l'ennemi de cet État profond, et les journalistes qui disent du mal de Trump, on m'a dit que, par exemple, Le Monde recevait énormément de subventions de la CIA. Quoi. Donc, Je pense qu'il y a une part de corruption, il y a une part de formatage, mais il y a aussi l'idée que l'OIL, l'Ordre international libéral que les Américains ont créé pour masquer leur empire, le globaliser, maintenant ils s'en débarrassent, mais les Européens, comme des gens plus royalistes que le roi, veulent conserver ce qui pourtant a été créé pour les asservir. C'est un peu le valet... Est-ce que les gens au pouvoir, comme Mme von der Leyen, ne veulent pas que ce servage continue? Elle veut que ça continue parce que regardez son mari, il suffit de voir ce qu'a fait son mari. Son mari en Italie a beaucoup choqué, il a touché des centaines de millions pour des sociétés vides qui étaient des succursales d'une société américaine qui travaillait dans l'ARN. Et je ne suis pas complotiste, mais il travaillait dans l'ARN. Elle-même, elle a quand même fait disparaître ses mails et ses SMS quand elle a négocié par SMS sans appel d'offres avec le patron de Pfizer. Donc ces gens sont tenus, ils sont tenus par les multinationales parce que comme ils savent qu'un jour ils perdront leur mandat, comme M. Barroso, son prédécesseur, il est allé à Goldman Sachs le lendemain, pratiquement, de son mandat. C'est un peu ce qu'a fait monsieur le banquier central. Oui, Draghi. Bah oui, il en vient et il est reparti. En fait, nous avons des élites qui sont liées à des puissances étatiques externes ou des puissances financières externes. Je ne peux pas donner trop de noms, mais pratiquement tous nos présidents de la République depuis la mort de Pompidou, bon, lui c'était du supermarché, De Gaulle c'était rien, mais en gros depuis la mort de Gaulle, tous nos dirigeants ont été les agents d'intérêts financiers privés ou de multinationales ou d'États étrangers. Alors, tout le monde sait le Qatar. Une certaine candidate dont je ne donnerai pas le nom, c'est plutôt le pays du caviar, l'Azerbaïdjan. D'autres, c'est l'Arabie Saoudite. D'autres, c'est la Turquie. D'autres, c'est l'Amérique. D'autres, c'est les fonds de pension américains. Et tout cela est assez triste parce que moi, je me rappelle quand j'étais fonctionnaire, si j'étais en accointance avec une puissance ennemie, je perdais mes droits à la retraite et j'étais viré de la fonction publique. Un homme politique a le droit de démarger, de toucher des centaines de milliers d'euros par an. Je ne peux pas donner de nom, mais nos auditeurs peuvent vérifier facilement et savoir qui c'est. Les aimables auditeurs corrigeront d'eux-mêmes. Voilà. Ils peuvent faire leurs recherches, ils vont voir qu'on a pas mal de présidents qui émargent dans des pays étrangers, y compris des pays ennemis en plus. Des pays ennemis. Et on voit très souvent qu'ils ont été, comment on appelait ça, Young Leaders of America, je ne sais plus quoi. Ah oui, alors il y a ceux qui sont Young Leaders aux États-Unis, comme un certain Emmanuel. Il y a également il y a aussi des donneurs de leçons antifascistes sur la démocratie, comme Raffarin. Alors lui, je ne dis pas qu'il est payé, mais c'est un lobbyiste pro-chinois depuis 40 ans. Enfin, ils roulent tous pour des... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils voient des fachos dans un patriote français, mais le système totalitaire chinois, ils le trouvent merveilleux. Encore une énorme contradiction. C'est ce que De Gaulle appelait, c'est le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger, c'est-à-dire que De Gaulle disait toujours que le danger pour la France, c'était le parti de l'étranger et le gouvernement des juges. Et c'est tellement vrai. On y a droit dans les deux cas en ce moment. C'est fou, on conclut toujours par De Gaulle. Moi, quand j'étais jeune, je ne l'aimais pas parce qu'il avait trahi les Pieds Noirs et l'Algérie française. Et plus je vieillis, plus je vieillis, je me rends compte qu'il avait du bon sens. Il avait du bon sens, mais surtout, moi, ce que je n'ai jamais pardonné, c'est le coup des harkis. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais exactement. La vérité, si vous voulez, c'est que lui, il cherchait à sortir la nation française de l'Empire français. Mais à ce moment-là, il aurait dû rompre tous les liens avec l'Algérie une fois pour toutes pour pas que... Il disait, voilà. je veux pas avoir Golombé, les deux mosquées. Et il a fait un accord qui donne aux Algériens des droits supérieurs aux autres étrangers. C'est complètement idiot. C'est ça que j'ai pas compris. Et comme disent les policiers, quand il y a une contradiction, il y a un lièvre.
Et là, il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi il a tout donné aux Algériens jusqu'à aujourd'hui? C'est grâce à De Gaulle que les Algériens ont des droits supérieurs pour l'immigration, création d'entreprises, naturalisation. Je ne me le suis jamais expliqué. Alors, certains m'ont dit, des gaullistes historiques, comme mon maître, le général Gallois, qui était le patron, vous savez, du nucléaire français, la force de frappe nucléaire, c'était mon grand maître et ami, il me disait, De Gaulle était fasciné par le nationalisme arabe, un peu par antisionisme. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est il lisait dans sa famille, son père lisait l'Action française tous les jours et tout. Il y a peut-être une influence. Oui. Je veux dire, je me suis toujours demandé si De Gaulle n'était pas un peu, allez, je vais dire un truc horrible, un peu antisémite. Et comme beaucoup d'antisémites, il devient philo-arabe. Il devient philo-arabe. Moi, je suis d'ailleurs philo-arabe dans le sens, le nationalisme arabe, j'ai toujours pensé que les pays arabes, fallait encourager plutôt ceux qui sont des patriotes anti-islamistes. Mais de là à tout donner à des rebelles qui ont combattu la France et leur donner des droits supérieurs à ceux qui ne l'ont pas combattu, c'est extrêmement injuste pour tous les autres étrangers ou pour les Algériens qui n'étaient pas contre la France. Bien sûr, il y en avait un paquet. Parce que les harkis ont eu, par contre, des décrets qui les persécutaient. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand Debré a fait un décret, les harkis qui réussissaient à quitter l'Algérie illégalement, quand on les trouvait en France, au début, on les renvoyait en Algérie. Où ils allaient être massacrés. Je ne croyais même pas que ça existait, un tel décret, où ils allaient être massacrés. Non, mais ça a été, on a fait tuer 250 000 ou 300 000 harkis, c'était... c'est le péché originel de la Ve République. Ça a été du début de la... c'est ce qui rend De Gaulle, on ne peut pas vraiment... lui donner un blanc-seing. Pour le reste, par contre, le plan Fouché de Gaulle sur l'Europe des États, c'est merveilleux. Oui, c'est le moment où il a fait la chaise vide. Là. Oui, absolument. Et malheureusement, les Allemands et les Italiens étaient pour. Je relate l'histoire dans les chapitres parce que c'est un peu ce que je voudrais rétablir. Mais c'était Adenauer qui était pour, il s'est vite fait virer. Hein. Oui, mais malheureusement, ceux qui nous ont empêchés de faire cela, en fait, c'est les petits États, c'est le Benelux et les pays du Nord, même s'il y avait encore peu de monde, mais c'est surtout le Benelux. C'est le Benelux qui, par atlantisme, ont fait... Et il y avait le principe de l'unanimité, ils ont fait capoter, mais au départ, Allemands et Italiens étaient d'accord pour le projet du fameux plan Fouché, qui était le plan de Gaulle pour une Europe. Alors cette Europe, elle nous aurait économisé beaucoup d'argent, parce que je rappelle dans le livre qu'il n'y avait pas de Parlement européen. Il y avait des députés français. Ça, c'est Giscard. Voilà. Il y aurait eu des députés français dans le projet de Gaulle qui, de temps en temps, siégeaient à Bruxelles. Imaginez l'économie. Et en plus, c'était plus, comment dirais-je, démocratique, parce que c'est des vrais élus de chaque État qui allaient siéger à Bruxelles pour parler des grandes choses et des grands dossiers. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté qu'au moment où De Gaulle et Adenauer étaient très copains, De Gaulle avait dit à Adenauer, vous quittez les États-Unis, et moi, je vous garantis avec la force de frappe, etc. Adenauer était revenu tout à fait enchanté de ça, il avait présenté ça aux Allemands, et il a été viré dans la semaine qui suivait, il était remplacé par Erhardt, parce que les Américains ont dit, il n'en est pas question, quoi. C'est intéressant. Donc Adenauer, lui, il était plutôt en vieux rénan qu'il était, il était plutôt sur un truc de Gaulle, on va se débrouiller tout ça en Europe. Et puis les Américains ont dit non, on met Erhardt et on a viré Adenauer dans 2 mois. Quoi. Intéressant. Et il faut rappeler à nos auditeurs que Jean Monnet, le père, soi-disant, de l'Europe, était un banquier et un agent du renseignement américain. C'était un type de la CIA, oui. Ah, CIA. C'est assez hallucinant. Quand je vois des collèges Jean Monnet partout, je me dis... J'ai les cheveux qui se restent sur la tête. Par contre, moi, je dis bravo aux Américains et le grand Kissinger, le plus grand des stratèges et des diplomates, il disait « Notre empire fonctionne grâce au fait qu'on trouve toujours des traîtres qu'on peut payer chez les dominés. » Et sa notion de traître, je pense qu'elle est toujours valable. Ce qu'il disait, c'est très dangereux d'être un ennemi des Américains, mais c'est beaucoup plus dangereux d'être un ami. Ah oui. Alors c'est sûr que les Kurdes viennent de le payer très cher. Vous qui êtes né en Syrie, je crois, ce qui est arrivé aux Kurdes récemment, après tout ce qu'ils ont fait pour les Américains, parce que c'était en gros leurs boots on the ground, c'était les soldats à la place des Américains pour combattre Daesh. Leur abandon par Trump, c'est la 2e fois d'ailleurs, mais même les autres l'auraient abandonné. D'ailleurs, c'est leur histoire, je crois, les Kurdes ont toujours été abandonnés. Les Afghans, les Vietnamiens... Les Afghans du jour au lendemain. Par Trump, mais aussi par Obama, qui a très mal géré le départ. Et c'est Biden, c'est Biden qui l'a géré. Pardon, Biden, je voulais dire Biden. Donc tout ça, si vous voulez, on voit très bien que... Quand ça devient vraiment, ça commence à chauffer, les Américains s'en vont, ils vous laissent et vous pouvez vous accrocher à l'hélicoptère. Même le Vietnam, j'ai un vieil ami vietnamien qui a encore la rancune. Il dit, il nous avait promis de nous aider s'il y avait une unification du Vietnam communiste. Et quand c'est arrivé, le président américain dit, vous comprenez, les temps ont changé.
Ça, c'est les promesses, les engagements, les garanties de sécurité américaines. Tout le monde savait dans la région que le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, c'était pas la même population, et que depuis toujours, le Vietnam du Nord essayait d'envahir le Vietnam du Sud, et c'était pas le même pays, quoi. C'était pas le même pays, oui. Et donc là, ils ont fait un pays unifié, mais en fait, quand vous allez à Saigon, qui s'appelle Ho Chi Minh Ville, tout le monde l'appelle Saigon, quoi. Et quand j'étais allé juste après la 9/11, là, vous savez que Saigon était plein de drapeaux américains. Vous savez, il y avait des drapeaux américains partout. Et ces Vietnamiens qui étaient anticommunistes l'ont très mauvaise. Ils se rappellent que leur idéal américain leur avait dit « l'engagement n'est plus valable, débrouillez-vous ». Donc voilà, c'est pour ça que les Ukrainiens ont de quoi se méfier ou d'avoir peur. Les garanties de sécurité qu'on va donner, un équivalent article 5 avec quelques hommes qui serviront à rien, ça va être une sorte de finule bis. La garantie de sécurité qu'on est en train de promettre... c'est que cette rupture du monde occidental, le nouvel ordre que vous êtes en train de dire, dans le fond, ça va se passer. Il va y avoir une zone russe, une zone chinoise, une zone indienne. Et je soutiens que Trump ne se battra jamais pour les Baltes. Donc si les Baltes font la bêtise de persécuter leur minorité russe, un jour ils vont avoir une agression russe et l'Amérique ne bougera pas. Ou peut-être juste une révolte des Russes qui demanderont à ce qu'une partie de la Russie, une partie du pays balte rejoigne la Russie. Syndrome connu. Alors, je ne justifie pas du tout les rédentismes russes, mais moi, je crains que la folie revancharde... D'ailleurs, nous, en tant que chrétiens, on sait très bien que la revanche n'est jamais quelque chose de beau, de sain. On a élargi l'Europe et l'OTAN à des pays que je peux comprendre, qui ont une haine viscérale envers les Russes. Leur vengeance fait qu'ils persécutent leur minorité russe, notamment les Baltes, et ça va donner un prétexte à l'ordre russe pour un jour envahir l'Estonie, ou peut-être la Moldavie si la Transnistrie est attaquée. C'est que si vous créez des haines pérennes, je sais pas, comme par exemple l'erreur gigantesque de Bismarck, ça a été de piquer l'Alsace, parce que ça garantissait une autre guerre, quoi. Il y a des moments où il faut savoir dire, non, écoutez les gars, j'ai gagné la guerre, mais je retourne chez moi et puis tout va rien, quoi. Et ça va être difficile parce que je dis quelque chose d'horrible dans ce livre. 200 000 morts après, vous n'êtes plus la même personne. Les Russes pouvaient faire un deal, comme on dit avec nous, à l'époque de Minsk, et nous ne l'avons pas accepté. Hollande a reconnu que c'était une tromperie. Mais 200 000 morts ou 300 000 morts après, vous n'êtes pas dans la même disposition. Non, et donc, les rancunes vont être longues. Et ça, c'est le but des Américains et des Anglais. On dit qu'il y a 1 800 000 en Ukraine. Alors, les chiffres les plus sérieux de Mediazona, que je raconte dans mon livre, en collaboration avec la BBC, donc c'est pourtant pas des pro-russes, ils évaluaient, quand j'ai écrit ce livre, à 250 000 les morts, et 3 fois plus de blessés, c'est pour ça qu'on parle souvent du million, mais donc c'est absolument terrible, et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et la population ukrainienne a baissé de 10%, au moins. Oui, elle est passée d'une quarantaine de millions à 28. Jacques Sapir a donné les chiffres, les statistiques. C'est plus jouable, quoi. C'est une hécatombe. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'on va avoir des zones de stabilité partout, sauf en Europe. Et oui, alors pour une raison très simple, c'est ce que disait mon maître, le général Gallois, l'homme de la force nucléaire française, le grand conseiller de Gaulle, le plus grand géopolitologue français. Il me disait à la fin de sa vie, nous n'avons plus véritablement de souveraineté pleine des États-nations, mais nous n'avons pas réussi, parce que les États-nations le bloquent, à faire une souveraineté supranationale. Nous sommes en zone de non-souveraineté. Et là, c'est là que le prédateur vous attaque. C'est comme le troupeau, vous savez, le prédateur va attaquer le troupeau faible, ou la brebis, ou la biche qui boite, voilà, celui qui est le plus faible. L'Europe, aujourd'hui, c'est le seul espace parmi les grandes puissances qui est divisé, qui est hétérogène et qui est totalement frappé de désouverainisation. Il n'a ni une souveraineté supra, ni une souveraineté nationale. Donc, nous sommes l'enjeu du prédateur territorial russe, du prédateur mercantiliste chinois, du prédateur islamiste radical, du prédateur ottoman turc et du prédateur américain. Nous sommes en fait une zone de villégiature, un trésor magnifique qui attire tout le monde, parce qu'en plus, nous sommes un trésor, mais un trésor faible. Donc ce que vous êtes en train de dire, là, si je comprends bien, si les Américains s'en vont, il va falloir que les Européens choisissent entre l'un ou l'autre des protecteurs militaires possibles, c'est la Turquie ou la Russie. Ou alors, les États-nations ressurgissent, et comme la défense européenne n'a jamais fonctionné que entre États-nations souverains, on va enfin faire ce que voulait faire De Gaulle, une collaboration d'États-nations qui, à la place d'harmoniser les chasses d'eau comme on le fait aujourd'hui à Bruxelles, on va harmoniser le seul truc qui est extrêmement intéressant pour être un acteur, ou un ensemble d'acteurs, une défense commune européenne avec les 5 ou 6 pays qui ont les reins solides. Il y en a que deux.
Oui, admettons 2. Alors que gérer la France, tout le reste, c'est du pipeau. C'est mon côté italien, je rajoute l'Italie, puis il y a quand même le c'est groupe pas faux. Leonardo. Ah Leonardo, oui, c'est quand même un groupe l'Italie, c'est pas mal. Et puis, et puis dans la marine et dans l'aviation, ils ont eu des trucs intéressants. Absolument, puis ils ont un groupe industriel Leonardo, et c'est un des rares pays avec l'Allemagne qui a encore une industrie. Ils savent faire des boulons de l'acier, ils peuvent transformer leur industrie pour faire des chars. L'Espagne n'est pas trop mauvaise. La Pologne devient un grand pays militaire. Donc je pense qu'on peut être à 4, 5, 6. Et à 4, 5, 6, si on augmente bien les budgets, on peut avoir 300 milliards. Et on surtout, sera le deuxième budget mondial. C'est pas tellement les budgets, c'est qu'il faut mettre des hommes. Alors là, c'est plus difficile. Parce qu'on n'a plus d'enfants. Oui, on n'a plus d'enfants. Bon, on a encore des hommes, mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup d'enfants. Les Russes non plus, ils arrivent quand même à mobiliser jusqu'à 1 million d'hommes en cas de nécessité. Il faut rétablir un système avec une réserve élargie. Je pense quand même qu'on peut arriver à une armée de 600 000 hommes assez facilement, puisqu'on est plus nombreux que les Ukrainiens, et eux, ils ont déjà un potentiel de 600 800 000 hommes. C'est le plan des Européens. Donc, on peut avoir une armée de 600 800 000 hommes, mais on ne s'en donne pas les moyens. On a supprimé le service militaire, et on a démilitarisé les esprits. On a fait croire aux gens que l'armée, c'était un truc de facho. Alors, il y a une petite mode de retour en ce moment, mais non, il faut nous préparer mentalement. La bonne nouvelle, si j'ose dire, puisqu'on en a parlé aussi, c'est quand vous parlez à des prêtres de l'Église catholique qui sont dans la campagne profonde française et tout, oui. Les églises se remplissent à toute allure. Apparemment, oui. J'étais avec le père Raffray hier, dans sa chaîne, et il me disait que c'est peut-être pas quantitatif, mais c'est qualitatif. Il y a des jeunes qui ne surgissent de nulle part, familles totalement déchristianisées, et qui redeviennent des chrétiens à la fois de foi et de civilisation. Un exemple que je cite souvent, le petit-fils de Bernard Tapie, qui est un jeune ami qui a fait HEC Londres, il me disait « J'étais dans le vide entre le quartier gay et le quartier islamiste pakistanais, j'ai senti un vide, il n'y avait plus rien de chrétien, ça m'a donné envie de m'intéresser au christianisme, et c'est devenu un chrétien pratiquant. Et il venait d'une famille qui est tout à fait honorable, que je connais bien son père, qui est très sympathique, mais il venait pas d'une famille de croyants. Il est devenu croyant par quête de sens, d'identité, et je pense que beaucoup de jeunes comme lui, qui se sont retrouvés dans rien d'un point de vue spirituel, vont aller naturellement vers la spiritualité. On peut dire tout ce qu'on veut, mais un bon soldat, c'est un soldat qui sait pourquoi il se bat. Bien sûr. Si vous vous dit que votre pays est une grosse merde et tout, vous n'avez pas envie d'aller vous battre, quoi. Et oui, et pour aimer son pays, il faut également aimer les traditions de son pays et la religion de son pays. La religion de son pays. Écoutez, on va rester là. Donc, je recommande beaucoup la lecture de ça. Et c'est un livre de référence parce que vous donnez un peu les discussions qui ont eu lieu, quand elles ont eu lieu, les traités qui ont été signés, etc. Oui. Et ça, c'est assez précieux pour quelqu'un qui veut faire un travail sérieux. Donc, c'est à la fois un livre intéressant, mais aussi un livre de référence que vous devez garder dans votre bibliothèque parce que vous en aurez besoin un jour. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Et puis, revenez quand vous voulez parce que vous êtes de bons conseils et de bonnes conversations, donc c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci.